Bonjour, bonsoir plutôt à toutes et à tous pour cette dernière table ronde du Printemps des compétences et métiers à venir. Donc la table ronde aujourd'hui, à cette heure, porte sur les métiers qui recrutent. Si on peut afficher la slide. J'ai le plaisir d'accueillir 3 personnes pour nous parler des métiers qui recrutent. Alors, nous avons Amandine Duhamel, ici présente, de Social Builder. Nous avons également Michael Da Silva, qui est responsable d'équipe à France Travail pour l'agence de Nez. Et puis, nous avons Frédéric Lucas, ici présent, qui travaille chez EDF. Et il est chef de mission Relations École et Attractivité des métiers. Je suis moi-même Anne Jacquelin, je suis chef de projet à la Cité des métiers au bout du couloir, mais vous m'avez déjà vu si vous étiez dans cette salle avant. Et donc, ce que je vous propose pour commencer les uns et les autres, et je vais commencer par vous, Monsieur Lucas, c'est de vous présenter et de présenter l'organisation pour laquelle vous travaillez. Merci. Alors nous, c'est assez original parce que nous travaillons avec mon équipe en amont du recrutement. Donc nous gérons ce qu'on appelle la marque employeur, l'attractivité, les relations avec l'enseignement supérieur. Alors ce qui est original, c'est on le fait pour EDF, mais on le fait également pour toute notre filière professionnelle du nucléaire. Et on travaille main dans la main avec les autres entreprises et institutions du nucléaire. Et on le fait également, puisque le nucléaire est une grande famille, pour le nucléaire militaire. On travaille aussi pour la Marine nationale, qui est le 2e exploitant nucléaire en Europe. Voilà. Donc on gère les relations avec ces établissements, les écoles, on donne des bourses de soutien étudiants et on fait la promotion de nos métiers pour accueillir des jeunes, mais aussi des salariés, femmes et hommes expérimentés vers nos métiers techniques. C'est très clair, merci beaucoup. Je passe la parole à Amandine Duhamel. Oui, bonjour. Je suis Amandine, je suis responsable des programmes de sensibilisation chez Social Builder. Ça fait 4 ans que j'y travaille, donc c'est une association qui accompagne les femmes vers les métiers du numérique et de l'entrepreneuriat pour promouvoir la mixité et l'égalité dans ce secteur qui est porteur. Et donc l'objectif, c'est de donner toutes les clés et l'accès aux femmes vers ces métiers porteurs. Dans cette association, on est une 40aine de personnes qui fourmillent d'idées, qui construit des programmes donc, de sensibilisation, de formation, avec un volet engagement. Donc on a des actions auprès des femmes, mais aussi auprès des entreprises et plus largement de l'écosystème pour pouvoir changer les choses. Très intéressant, merci beaucoup. Et enfin, Michael Da Silva. Bonjour à tous et à toutes, donc Michael Da Silva, je suis responsable d'équipe à France Travail, l'agence de Nez. Et donc France Travail, pour ceux qui ne connaissent pas sous ce nom, sous cette appellation, on est anciennement Pôle emploi et encore anciennement ANPE à CEDIC. Notre rôle, c'est d'accompagner nos usagers, donc qu'ils soient demandeurs d'emploi ou entreprises, parce que c'est un peu plus méconnu, mais on travaille également avec les employeurs, donc pour faire face justement à leur recrutement et les demandeurs d'emploi pour établir avec eux un projet de retour à l'emploi ou l'intégration d'une formation qualifiante. Merci beaucoup, Michael. Donc tu nous parles de France Travail. Je ne sais pas si dans le public vous connaissez France Stratégie. Donc France Stratégie nous fait des petits rapports assez réguliers et assez riches justement sur tout un tas de sujets de façon un peu prospectiviste. Et donc au mois de janvier, j'étais au 16 et France Stratégie venait de sortir son dernier rapport et il nous parlait en fait des métiers qui seraient les plus demandés dans la communauté européenne en 2030. J'en ai déjà parlé hier et aujourd'hui. Le premier métier recherché, ça va être agent d'entretien. Alors, je l'utilise au masculin neutre, mais on pourrait dire agent et agente d'entretien. La double flexion serait plus adaptée. Et puis, il y a un deuxième métier qui sera celui d'aide à domicile. Et après, quand on regarde vers le troisième, ce qui est hyper intéressant, c'est que là, on se rend compte qu'on arrive sur les métiers de l'informatique. Donc là, c'est une vision un peu globalisée, parce que, évidemment, ce qu'on expliquait aussi, c'est que les métiers qui recrutent ou les métiers en tension sont très variables selon les territoires, bien sûr. Tous les territoires ne sont pas égaux, et c'est lié aux filières et à la demande. Et donc, tout ça, ça implique de mettre en place des dispositifs qui soient à la fois très clairs et à la fois très adaptés à des problématiques précises. Et du coup, voilà, ma deuxième question sur cette table ronde, c'est chacun et chacune,
qu'est-ce que vous mettez en place? Alors déjà un peu, quels sont les métiers sur lesquels vous rencontrez des difficultés de recrutement ou sur lesquels vous souhaitez accompagner les publics? Et qu'est-ce que vous mettez en place pour faciliter les choses? Du coup, je vais commencer par vous, Amandine. Oui, vous parliez justement de territoire. Nous, on a des actions du coup sur l'Île-de-France et plus largement aussi donc sur le national, en région Auvergne-Rhône-Alpes et aussi en Nouvelle-Aquitaine. Et sur concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on développe des parcours. La première chose, c'est la sensibilisation, puisqu'il y a une vraie méconnaissance sur ces métiers. Donc, nos actions, elles sont comment donner de la visibilité aux femmes, comment faire connaître ces métiers et leur donner envie. Qu'est-ce qui se cache derrière le code? Qu'est-ce que derrière la cybersécurité? Et donc, ça passe par des journées de découverte. Donc, on a des forums qui sont sur une journée où on va inviter. Donc, c'est des événements qui sont pour 600 à 1000 participantes. Et l'idée, c'est d'avoir à la fois une plénière avec des rôles modèles qui viennent intervenir, qui viennent présenter leur métier et faire vivre un peu le quotidien qu'elles font. On essaye aussi de cibler dans ces intervenantes des personnes qui vont parler au public, donc d'avoir beaucoup de diversité. On a fait un forum en mars donc pour les jeunes femmes. Et du coup, on a sollicité des entreprises qui sont assez connues, donc comme Brut, Netflix, pour que aussi, que vraiment que le public qu'on vise puisse s'identifier. Et c'est important d'y intégrer aussi des ateliers, parce que c'est important de passer par la pratique et l'immersion. Ensuite, du coup, l'idée, c'est d'aller plus loin aussi sur la sensibilisation, parce que c'est difficile de pouvoir se projeter sur une journée. C'est de construire un programme d'une semaine, où là, on va pouvoir vraiment explorer divers métiers, donc la cybersécurité, chef de projet digital, le code, la data. Et donc aussi l'idée, c'est aussi d'associer l'écosystème, donc les organismes de formation, les acteurs de l'emploi et de l'orientation, pour pouvoir donner vraiment les clés et les outils à toutes ces femmes qui veulent après se lancer. Et je dirais que l'impact, il est très fort, parce que on tient vraiment à avoir des retours à chaque fois des publics qu'on accompagne, et sur le taux de satisfaction et l'engagement, en fait, l'élément déclencheur, en tout cas 95% des femmes souhaitent investir du coup la tech par la suite. Après, il y a encore un besoin d'accompagnement qu'on renforce via la formation, et on a un volet engagement. Donc on a toute une équipe qui est dédiée aujourd'hui et qui est sur le national pour aller auprès des entreprises. Et aujourd'hui, c'est que l'important, c'est qu'on soit tous ambassadeurs et ambassadrices, et qu'on devienne un mentor pour ces femmes, ces jeunes femmes qui souhaitent se lancer, mais qui ont aussi besoin au quotidien d'être soutenues. Et c'est important. Donc je transmets aussi l'importance d'être un relais et ambassadeur, ambassadrice. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites. Dans ce que vous évoquez là, il y a plusieurs enjeux que j'aimerais souligner. Il y a un premier enjeu, c'est la question de la féminisation des métiers. Ça fera bien le lien avec vous. Chez EDF, je pense que c'est un sujet que vous avez, surtout sur les questions énergétiques. Alors, je fais ma petite promotion. La Cité des métiers, elle est née au sein de la Cité des sciences et de l'industrie, parce que justement, on sait que dans les sciences et l'industrie, il y a un problème de féminisation des métiers. Et c'est dans ce cadre-là qu'on avait initialement créé ce service public. Dans ce que vous évoquez aussi, il y a la question, alors qu'on pourrait dire syndrome de l'imposteur, mais donc juste pour rappel, un métier en tension, c'est parce que quelque part, il y a plus de postes à pourvoir que de personnes qui viennent sur ces postes. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans ce que vous dites, c'est que dans l'absolu, il pourrait y en avoir plus. Il y a besoin aussi de faire en sorte que les personnes puissent se projeter sur des métiers qui ont été un peu trop naturalisés comme étant masculins. Et du coup, c'est très intéressant, parce qu'on travaille avec le conseil départemental du 93, nous, et on organise, et vous serez là, je crois, le 4 juin, le Forum pour l'emploi des femmes. Et donc, il y aura tout un tas d'interventions, d'ateliers sur la question, et on a même organisé pour la première fois une crèche, puisqu'il y a aussi la question, bien sûr, pour l'emploi, c'est le fait, quand on est aidant ou parent, c'est de pouvoir faire garder les enfants. Bon, je suis sociologue du travail, mais je ne sors pas les chiffres sur les familles monoparentales à 80% féminines. En tout cas, merci beaucoup, c'est très intéressant. Tout à l'heure, on reviendra sur l'impact vraiment de vos dispositifs. Mais du coup, Monsieur Lucas, c'est intéressant. Comment vous faites, vous, sur ces questions-là ? Alors déjà, les enjeux dans le monde de l'énergie sont titanesques.
on doit recruter 200 000 personnes pour les 10 ans qui viennent. Donc 50 000 personnes dans les services énergétiques. Une société comme Dalkia, 18 000 salariés, filiale d'EDF. Gestion du chauffage urbain, de climatisation industrielle. Vous avez ensuite la distribution d'électricité. Alors on les appelle les Schtroumpfs, c'est les femmes et les hommes en bleu dans les camionnettes qui sillonnent toutes les vallées au fin fond de la France et dans les dom-toms. 50 000 personnes à recruter aussi pour les 10 ans qui viennent. Et enfin, dans le nucléaire, avec le renouveau du nucléaire en France, 100 000 femmes et hommes à recruter pour les 10 années. Donc déjà, on a dit on ne va pas y aller chacun de notre côté. On travaille au niveau de notre fédération professionnelle pour le nucléaire civil et militaire. Puisque vous avez 10 sous-marins nucléaires à propulsion nucléaire et sur le porte-avions, vous avez 2 réacteurs nucléaires. La marine est le 2e exploitant nucléaire en Europe. Et on travaille main dans la main, tous ensemble. Donc avec des sociétés comme Naval Group, qui construit des bateaux, avec des sociétés, alors le CEA par exemple, Commissariat à l'énergie atomique, Assystem, etc., Orano, nous allons tous ensemble dans les écoles, et ça de la 3e jusqu'au doctorat Bac plus 8, et nous allons tous ensemble présenter nos métiers et on montre que nous sommes complémentaires sur le cycle de vie du nucléaire. C'est-à-dire on est tous complémentaires dans nos activités et nos métiers. Donc on y va ensemble et qu'est-ce qu'on fait? On accueille aussi des étudiantes et des étudiants pour des Learning Expeditions. C'est-à-dire qu'on les invite pendant 2 jours, on finance le tout, à visiter nos sites industriels. Ils vont aller dans une usine de Orano, une autre de Framatome. Ils vont aller travailler sur des simulateurs nucléaires chez nous, chez EDF, et ensuite sur des simulateurs militaires pour piloter un sous-marin, par exemple. Et ça, c'est une façon de faire découvrir aux étudiants donc ces métiers. Pour les femmes, alors on essaie de faire beaucoup pour les femmes. Nous avions 15% de femmes dans nos métiers techniques. Aujourd'hui, nous sommes à 25%. Donc c'est un fort progrès. Alors on veille effectivement à l'équité de traitement pour les salaires. C'est regardé de très très près. Et aussi, quand il y a les congés maternité, on veille aussi à ce que les femmes ne soient pas pénalisées et que le variable tombe, etc. Donc ça, c'est suivi de très très près. On a beaucoup d'ambassadrices donc qui vont dans les écoles aussi présenter leur métier. C'est quelque chose, il y a un grand engagement au nom de notre filière. Et puis, nous travaillons avec des associations. On a une grosse association internationale qui s'appelle Women in Nuclear. Et donc, on organise, par exemple, un prix tous les ans pour des femmes étudiantes dans la filière nucléaire, mais aussi des femmes en activité professionnelle. Voilà, donc on essaye de faire beaucoup de choses main dans la main et montrer que ces métiers sont ouverts à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, ce qui est intéressant chez dans chacune de vos démarches, c'est qu'il y a cet enjeu de sortir un peu de son espace. Alors, surtout chez Social Builder, vous faites vraiment de la mise en lien, vous rassemblez sur un territoire, vous rendez dans les établissements scolaires. Et du coup, Michael, chez France Travail, vous êtes vraiment au cœur de cette mise en lien. Comment vous fonctionnez? Alors effectivement, donc, comme je l'avais précisé en préambule, on travaille avec employeurs et demandeurs d'emploi. Il a été souligné que les métiers qui recrutent ne sont pas forcément les mêmes en fonction des territoires. Donc nous, on intervient sur le territoire de l'Île-de-France. Et forcément, comme vous le savez, dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris, donc plusieurs secteurs d'activité ont eu des besoins en recrutement en masse. Je pense au secteur de la sécurité, par exemple, où on a eu où un besoin de plus de 20 000 personnes était identifiées. Donc on est en train de réussir ce pari, qui était assez élevé, mais on est en train de le réussir. Il y a également les secteurs de l'hôtellerie et restauration, qui est fortement impacté sur notre territoire. Je pense également au transport logistique. Donc pareil, dans le cadre des Jeux Olympiques, on a un besoin de chauffeurs de bus, de transport du quotidien. Et également, comme vous le savez, depuis la crise sanitaire, le secteur d'activité de la santé est également impacté. Donc comment on fait pour répondre justement à tous ces besoins donc on analyse déjà sur le marché du travail quels sont les besoins. On va au plus près des employeurs, on va à leur rencontre
pour bien identifier quels sont leurs besoins. Et on va informer nos publics, nos usagers, pour leur faire part justement de toutes ces opportunités d'emploi qui s'offrent à eux. On va les informer via des réunions d'information collective, donc qui se déroulent directement dans nos agences. Vous pouvez les retrouver sur une plateforme qui s'appelle Mes événements emploi. Donc c'est une plateforme qui est accessible à tous. Vous tapez Mes événements emploi et sur un secteur dédié, vous avez toutes les informations collectives que vous pouvez retrouver à France Travail. Donc on anime des informations collectives sur la sécurité, sur la restauration, sur la santé, sur le transport, mais pas que en agence. On travaille aussi en collaboration avec la Cité des métiers. Et ne serait-ce qu'aujourd'hui, on a animé un atelier sur la sécurité, un atelier sur la santé qui a lieu en même temps que cette table ronde. Donc l'idée, c'est de promouvoir justement ces métiers, informer, mais également informer sur les formations qui sont en lien avec les métiers qui sont proposés par les employeurs qu'on accompagne. Donc il y a plusieurs dispositifs de formation qui existent. Il y a des formations qui sont conventionnées. Donc nous, on va faire des appels d'offres en fonction des besoins du marché. Et on va justement dédier un budget pour former nos usagers et répondre aux besoins des employeurs. Merci beaucoup, Mickaël. Et du coup, je pense que vous allez rebondir, mais je vais préciser ma question. Parce que c'est vraiment à l'employeur que je parle. On a la question du métier qui recrute parce qu'il y a un besoin, mais il y a aussi la question du turnover. Donc en fait, la question, c'est vous, chez EDF, comment vous faites pour amener potentielle population qui n'est pas encore formée pour l'amener à vos compétences nécessaires. Et puis, deuxième registre, et en plus sur la question de la féminisation, c'est important, vous l'avez un peu évoqué, c'est comment vous faites pour les fidéliser et pour que leurs compétences soient toujours justement suffisamment ajustées à ces évolutions de besoins en recrutement. Alors déjà, c'est une entreprise sociale et humaine très très forte dans sa culture d'entreprise. Donc ce que nous proposons déjà, c'est que nous offrons des bourses de soutien à des jeunes sur des formations techniques, du CAP au Bac+2. Et ça, on le fait, on propose des bourses de 600 € par mois à des jeunes du CAP au Bac+2. On a des partenariats avec 28 lycées en France, lycées professionnels. Donc là, on les accompagne. Et pour chacun de ces jeunes sur des formations techniques, on leur dédie un parrain. Et ce parrain va les suivre dans leur cursus scolaire et va lui proposer un stage derrière et un CDI. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On le fait également au niveau de l'enseignement supérieur long, donc pour des masters et des écoles d'ingénieurs dans des formations techniques et nucléaires. Et donc, nous proposons des bourses à 35 établissements en France. Mais la France ne suffit pas. Donc, on va chercher des compétences en Europe. Et on a monté des partenariats avec des universités en Europe, en Italie par exemple, en Belgique, on va en Europe de l'Est. Et il y a des très très bonnes formations. Parce que les besoins sont importants et les marchés sont internationaux. Voilà. Concernant qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi pour les femmes, pour la fidélisation. Alors, on a beaucoup de chance parce que le turnover chez EDF, c'est quand même très très rare. Dans les entreprises, il est de moins de 1%. Il est moins de 1%. C'est extrêmement rare. C'est qu'on s'y sent bien. Et c'est l'entreprise d'ailleurs où il fait bon travailler. EDF est la deuxième entreprise préférée des Français. La première, c'est laquelle à votre avis? C'est Decathlon, la santé et le sport. Voilà. Et nous, c'est parce qu'on a cette mission de service public d'apporter de l'énergie aux populations. Et quand il y a des coupures, des tempêtes, etc., que ce soit dans les dom-toms ou en métropole, on est là. Donc ça, les Français nous apprécient beaucoup. Voilà. Et ce qui est beaucoup plus dur, je pense à mes équipiers et équipières de la Marine nationale, il y a un turnover de 10%. On doit recruter 4000 marins, femmes et hommes, tous les ans. Et pour ça aussi, il y a une présence, un ancrage territorial très très fort. Et ce qu'on a fait aussi, on a féminisé les sous-marins. Aujourd'hui, sur les 6 sous-marins nucléaires d'attaque et les 4 sous-marins de la dissuasion nucléaire, il y a des femmes à bord. Ce sont aussi des beaux parcours professionnels. Et qu'est-ce qu'on fait aussi pour accompagner ces militaires pour une deuxième carrière? On leur offre des passerelles vers nos industries. Donc ils vont faire une vingtaine d'années
voyez, dans une carrière militaire, et après on va les accompagner, femmes et hommes, pour venir sur nos métiers techniques, parce qu'ils auront été très très bien formés aussi dans les armées. Merci beaucoup. Amandine, j'ai 2 questions, mais qui peut-être en font une. J'aimerais bien que vous répondiez à un peu 2 questions. Tout à l'heure, en présentant Social Builder, vous expliquiez que l'idée, c'était de faire découvrir des métiers qui sont peu connus. Et alors là, vous avez évoqué le no-code. Et du coup, bon, voilà, je me dis, comment vous rentrez dans un métier, comment vous découvrez ces métiers, pourquoi en mettre certains en avant et pas d'autres. Et puis, vous parliez des ambassadeurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui. Comment on fait ? Déjà, on a travaillé sur de la co-construction sur le nouveau parcours Tech It Girl, donc un programme à destination des jeunes filles donc de 16 à 30 ans, qui est pas, c'est pas les mêmes demandes, c'est pas les mêmes attentes que le public qu'on accompagnait habituellement, du coup, qui a entre général 35-40 ans jusqu'à 60 ans. Du coup, l'idée, ça a été de faire la co-construction, donc des invités à des ateliers et de comprendre en fait quels étaient les freins qu'elles rencontraient justement pour intégrer des parcours ou un secteur. On s'est rendu compte qu'en fait, il y a déjà une méconnaissance de soi-même et il y a aussi une méconnaissance totale des métiers, un besoin d'être en présentiel, un besoin d'avoir un fil rouge. Le mot valeur revenait souvent, d'avoir des valeurs communes dans l'engagement, le temps qu'elles vont accorder en tout cas dans des structures, et le besoin d'aller en immersion, donc l'immersion en entreprise. Et à partir de ça, donc on a construit le programme d'une semaine à partir de leurs besoins, donc ce fil rouge qu'elles souhaitaient sur une semaine, les métiers qui ressortaient. De toute façon, on a aussi sélectionné les métiers en tension, parce que c'est important de pouvoir proposer des métiers où il y a des recrutements. Et à partir de là aussi, on a travaillé avec les entreprises pour que chaque semaine, les jeunes femmes puissent aller dans les entreprises. Donc, c'est se déplacer et aller au cœur des professionnels. Et voilà, ce mot valeur aussi, aller aussi à l'encontre de la rencontre de les valeurs de l'entreprise pour pouvoir après choisir où elles ont envie de travailler et chez qui. Et voilà, donc sur cette co-construction et comment ça s'est fait. Le programme a été lancé maintenant depuis 1 mois. C'est un programme qui peut permettre d'accompagner 800 jeunes femmes, donc c'est pas rien, mais on va toujours le remettre en question et suivre, en tout cas pour réadapter si besoin. Et l'idée aussi, c'est que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, on refasse la même chose. L'idée, c'est de co-construire et aussi on y intègre l'écosystème. Donc, on a des copils partenaires qui sont constitués d'entreprises, d'associations, d'acteurs de l'emploi et du coup et de l'orientation. Et l'idée aussi, c'est que eux aussi puissent s'engager dans le programme et d'être vraiment sur de la co-construction. Et pour les ambassadeurs et les ambassadrices, oui, j'ai pas répondu. Il y a 2 choses. Il y a à la fois sur le territoire, on a des femmes qu'on a déjà accompagnées et comment elles deviennent aujourd'hui des ambassadrices pour les jeunes femmes et les femmes d'aujourd'hui et de demain. Donc il y a ça. C'est de les inviter, du coup, de continuer à les médiatiser, à les rendre visibles, à les inviter sur des forums, à prendre la parole, aujourd'hui, les stéréotypes, ils sont quand même encore très présents. Et du coup, c'est aussi d'être un relais sur ça. J'ai compris, je sais que je peux avoir un levier d'action dessus. Donc, c'est aussi de passer le relais là-dessus, d'avoir un impact. Il y a aussi les ambassadrices, donc celles qui intègrent les programmes et qui vont aussi les relayer sur le territoire. Voilà. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Mais... Ça répond très bien et quelque part les ambassadrices alimentent aussi des programmes à venir. Mickaël, tu voulais rebondir Oui, je voulais juste rebondir sur un mot qui m'a marqué, qui est immersion. Il existe une plateforme web qui s'appelle Immersion Facilité, où là vous pouvez identifier des entreprises qui sont accueillantes justement pour de l'immersion. Donc on peut mobiliser l'immersion professionnelle pour 3 raisons. Pour découvrir un métier, tout simplement, pour valider un projet professionnel de reconversion, par exemple, ou alors pour initier une démarche de recrutement.
à savoir vous êtes en entretien d'embauche, vous sentez que le feeling ne s'est pas forcément fait lors de l'entretien, vous pouvez très bien proposer à l'employeur de vous tester pendant une semaine. Donc l'idée, c'est pas que ça soit du travail dissimulé ou de la période d'essai allongée, mais voilà, pourquoi pas lui proposer une semaine d'immersion dans son entreprise pour lui prouver que vous avez les compétences nécessaires pour faire face à son besoin. Donc voilà, c'est très important, l'immersion professionnelle. J'ai un petit ajout sur la notion d'ambassadrice et ambassadeur. Nous, on a plus de 5000 salariés qui sont ambassadrices et ambassadeurs. En fait, sur le temps de travail, on peut aller dans les écoles, dans les salons professionnels, pour aller présenter nos métiers et donner envie, quoi. Mais il y a un deuxième levier qui est très important, et on le voit tous dans la presse, c'est le manque d'enseignants au niveau de l'éducation nationale ou dans les formations techniques. Et ce que nous demandons à nos salariés, c'est d'aller enseigner entre 10 et 20 heures par an dans les IUT, dans les écoles, les facs. Et ils y vont sur leur temps de travail. On rend service aussi à l'éducation, mais nous, derrière aussi, c'est une façon de promouvoir nos métiers techniques et de capter les jeunes et les moins jeunes, parce que ça concerne aussi la formation continue. Merci beaucoup. Avant de te passer la parole, Michael, parce que je sais qu'à France Travail, il y a quand même pas mal de techniques, d'outils en fait, pour faire ce travail. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que sur les métiers en tension, on se rend compte qu'il y a un gros travail d'orientation. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'orientation. On a tendance à dire que c'est dans les premières années, en fait, entre la troisième et la fin des études. Et en fait, on se rend compte que voilà, c'est aussi l'objet de cet événement. C'est de parler de la formation tout au long de la vie. Et on ne l'appelle pas ça comme ça pour rien. Et petit, France Travail, vous avez un outil qui est sorti il y a un peu moins d'1 an, qui est extraordinaire, qui en fait permet de travailler de la data territoriale à différentes échelles de territoire pour voir quelles sont les compétences attendues. Alors là, c'est en termes de compétences, c'est ça qui est intéressant, attendues par les employeurs et les compétences détenues par les salariés. Et on peut voir qu'il y a des territoires où il y a des fits et il y a des territoires où rien ne se ressemble. Du coup, voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, chez France Travail, pour trouver des solutions face à ça ? Alors effectivement, la notion de compétence est très importante. Aujourd'hui, on recrute plus une compétence qu'un éventuel partenaire. Les compétences, on les développe tout au long de sa vie. Et l'idée, c'est que nos usagers aient déjà conscience des compétences qu'ils ont acquis tout au long de leur parcours professionnel. Alors, je vous mets au défi, chacun et chacune, d'évoquer toutes les compétences que vous avez développées. Vous verrez que c'est pas si simple. Donc, il faut prendre le temps déjà d'en discuter avec un conseiller emploi, donc avec son conseiller emploi. Et vraiment, on peut, via des prestations, faire des mini-bilans de compétences. On peut mobiliser notamment Active Projet, où là, justement, on va dégager des pistes de métier en fonction des compétences qu'on a acquis et qu'on peut transférer sur d'autres métiers qui sont sur des métiers qui recrutent. Donc, la notion de compétence est vraiment primordiale. Il existe 3 types de compétences, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Aujourd'hui aussi, on se rend compte qu'au niveau des employeurs, on est extrêmement en alerte sur le savoir-être professionnel. Pour échanger avec beaucoup d'employeurs, on me dit souvent trouvez-moi quelqu'un de ponctuel et de souriant et j'en ferai un bon salarié. Donc on a une prestation également qui s'appelle VSI, c'est valoriser son image professionnelle, où là justement pendant 3 semaines on parle de justement la compétence du savoir-être. Comment se présenter en entreprise, comment se présenter en entretien d'embauche, comment valoriser son savoir-être au quotidien en entreprise. Et effectivement, il existe des dispositifs, des applications qu'on propose comme Métier-Scope, où là justement on va avoir un focus sur un métier proprement dit, on va pouvoir visualiser les compétences qui sont attendues face à ce métier, on va pouvoir visualiser sur un territoire quel est le nombre de demandeurs d'emploi, quel est le nombre d'offres d'emploi, pour voir si éventuellement le métier est en tension, donc recrute. Et on va pouvoir aussi dégager des pistes de métiers qui sont apparentes à ce métier. Donc souvent, si vous avez été en capacité d'exercer ce métier, ça peut dégager d'autres pistes de métiers. Donc là, c'est en autonomie. Vous pouvez tous aller sur le francetravail.fr, sur la plateforme Emploi Store. Donc là, vous avez plus de 300 applications et vous tapez Métier-Scope et là, vous allez pouvoir vous renseigner sur n'importe quel métier.
Merci beaucoup, Michael. Et du coup, là, en vous écoutant, je réfléchis beaucoup là. Et je me dis, on a évoqué quand même plein de choses. Donc, il y a la question qui est clairement du fait de nos activités et de notre consommation, des métiers en tension. On a un enjeu de donner sa chance à chacun et chacune. On n'en a pas beaucoup parlé, si vous pouvez rebondir à ma question, et la question de comment on forme et on accompagne, parce qu'il y a des pistes, mais je pense qu'il y a un moment, comment on va pouvoir transformer quelqu'un qui n'est pas ponctuel en quelqu'un de ponctuel. Et puis, il y a aussi la question, au fond, quand on parle des métiers en tension, il y a des métiers super complexes comme la question du nucléaire. Donc c'est une chose, mais dans le nucléaire, il n'y a pas que la fonction d'architecte de cheminée nucléaire. Il y a aussi, je pense, vous avez besoin d'agents d'entretien comme partout, et que la question du tri des déchets, quelquefois enterrés bien profondément sous la terre, se pose. Et du coup, moi, ce qui m'interroge, je ne sais pas si vous avez des réponses, mais vous avez des pistes sur la question de la désirabilité de ces emplois. Comment vous voyez, comment vous agissez ou comment vous voyez vos interlocuteurs agir sur ces questions-là? Elle est dure, ma question. Déjà, en amont, sur la méthode de recrutement, ce que vous faites au niveau de... on les fait travailler sur des gestes métiers. Alors c'est extraordinaire ce que vous faites. Je crois que mon micro ne marche plus. Non, vous m'entendez? Ok. Vous parlez certainement de la méthode de recrutement par simulation. Oui. Ce qu'on appelle la MRS. Voilà. Du coup, la MRS, ça arrivé en France il y a à peu près une dizaine d'années. Donc l'idée, c'est de faire des recrutements sans tenir compte du CV, de l'expérience et des diplômes. Donc on se base que sur les habiletés des potentiels candidats. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en amont, on va étudier le poste. Donc un conseiller MRS, parce que ce sont des conseillers qui sont spécifiques sur ce dispositif, vont aller dans l'entreprise, identifier le poste, créer des tests et faire passer les tests aux salariés. Ensuite, ils vont faire une moyenne à atteindre pour répondre favorablement à l'attendu de l'employeur. On va se mettre d'accord avec l'employeur pour une note moyenne et on va faire passer les tests à nos usagers. Si les usagers réussissent les tests, l'employeur s'engage à les recevoir en entretien. Mais ce n'est pas un entretien classique, car une fois de plus, on ne tient pas compte du CV, ni de l'expérience, ni du diplôme. C'est uniquement un entretien de motivation. Et si jamais un usager réussit ces fameux tests et que l'employeur ne le sélectionne pas, il peut directement passer par la phase entretien avec un autre employeur sans passer les tests pendant une durée de 6 mois. Parce qu'on considère qu'il a prouvé qu'il avait les habilités pour répondre à ce métier pendant une durée de 6 mois. Alors pour aussi innover, on recrute aussi beaucoup par le sport, année olympique. Et donc on fait des mini-olympiades. Et en fait, on a des salariés recruteurs qui sont au milieu de jeunes et on organise différentes sessions. Et on voit les aptitudes aussi de ces jeunes. Donc aptitude à rassembler, aptitude à être un leader, et donc comme ça on vient les récupérer et on leur propose une alternance par exemple pour les emmener sur des métiers techniques. On a 8000 apprentis chez EDF, c'est énorme, c'est le plus gros vivier d'Europe, un apprenti sur 100 en France et au sein du groupe EDF. On propose 3500 offres de stage aussi, et en fait on repère ces jeunes comme ça. Et on les accompagne pour les emmener donc, sur ces métiers techniques. Et après, on a nos propres écoles, nos académies, sur l'ensemble de nos métiers. Et on accompagne ces jeunes, mais aussi ces salariés expérimentés. Les salariés expérimentés représentent 40% de nos recrutements. Donc, on donne la chance à tout le monde. Mais voilà, c'est d'impulser, d'innover et d'accompagner en formant aussi avec nos propres systèmes. Alors, je me dois de rebondir. Vous parlez du sport. On a mis en place un dispositif dans le cadre des Jeux Olympiques qui s'appelle le DSVE, du stade vers l'emploi, où là l'idée c'est de créer une journée où on fait rencontrer employeurs et demandeurs d'emploi. Le matin, on fait une pratique sportive, donc le sport ça peut être de l'athlétisme, il y en a eu un hier sur notre territoire, c'était du rugby. Et l'idée c'est de faire du sport mais de manière anonyme, c'est que personne ne sait qui est l'employeur, personne ne sait qui est le demandeur d'emploi. Et ensuite, on partage un repas ensemble le midi. Il y a une levée d'anonymat. Et l'après-midi, on fait un job dating. Et du coup, ça permet à l'employeur de visualiser comment les personnes se comportent face à un collectif, sans forcément en passant par des
des entretiens classiques. C'est hyper inspirant et je pense à plein de choses et plein de synergies pour la suite en tout cas. Nous, notre action, elle est vraiment auprès des femmes. Donc, il y a aussi le côté entreprise où on va sensibiliser et on accompagne sur des recrutements plus inclusifs, forcément, mais il y a plein de choses qui ont été dites déjà. Et l'action, je dirais, primordiale pour booster la confiance des femmes en elles et oser surtout candidater à un poste où elles pensent qu'elles n'ont pas les compétences. Et ça fait le lien aussi sur le recrutement ou les fiches de poste, de bien faire attention aux compétences qu'on recherche parce que souvent elles sont aussi un peu genrées et en fait d'être plutôt neutre, et voilà, ça rend la chose plus inclusive et voilà, tout le monde peut s'identifier. Et donc, nous, on a beaucoup d'ateliers sur la confiance en soi. Et c'est vrai qu'il y a un vrai besoin, en tout cas, d'être accompagné sur bien connaître ses valeurs, bien identifier toutes ses compétences, parce que, en fait, du coup, quand on réfléchit, on se dit ah ouais, il y en a une ou deux qui vient, et en fait, avec des ateliers, en fait, on apprend tout au long de notre vie, et en fait, chaque compétence est déplaçable. Donc, ouais, ça, c'est en tout cas un fort levier d'action et de projet qu'on a. Je vais rebondir sur Amandine parce que, messieurs, je trouve votre idée de recrutement par le sport très intéressante avec toutes les limites que je ne peux pas m'empêcher d'évoquer, puisque vous savez que nous avons de très excellents sociologues du travail qui travaillent sur, et du sport qui travaillent sur la place des femmes dans le sport. Et je ne rentre pas plus dans le débat des uniformes, mais on sait que la pratique sportive est abandonnée entre 11 et 13 ans par les jeunes filles, parce que leur corps, enfin leurs jeunes filles, les petites filles, parce que leur corps commence à évoluer, et on sait qu'elles ont une pression sociale sur le corps, pardon. Et donc elles quittent les associations et les fédérations sportives très tôt. Et donc elles sont très peu nombreuses dans le parcours de compétition, par exemple. Et puis on sait que les sports sont très genrés. Et donc c'est la petite alerte que je vous fais sur ces méthodes de recrutement, parce que arriver quelques années après, 10 ans après, avoir eu des maladies, avoir eu des enfants, et se retrouver face à une situation de recrutement par le sport. Je serais curieuse de savoir s'il y a beaucoup de femmes, mais je pense que même si elles ont le courage de venir, de par les statistiques de leur pratique, elles ne seront pas à leur avantage face aux hommes. Il serait donc intéressant de s'interroger dans les dispositifs, justement, et sur les méthodes, qu'on soit un peu plus dans des compétences qui soient plutôt neutres, si je puis dire, même si c'est difficile. Hein. Mais je vous alerte là-dessus, messieurs. Alors, j'entends, mais je ne suis pas trop d'accord, personnellement. Donc nous, sur le stade vers l'emploi, on n'est vraiment pas sur de la performance sportive. C'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est vraiment d'évaluer un savoir-être en collectif. Donc, quand on fait une pratique, donc les exercices, ils sont pas faits par France Travail, mais notamment, moi, j'ai participé à celui sur l'athlétisme. C'est la Fédération française d'athlétisme qui faisait les exercices. On avait des consignes. Par exemple, quand on travaillait sur de l'endurance, la seule consigne qu'on avait, c'était de courir en groupe. Donc, à aucun moment, on devait laisser une personne courir seule. Il y avait des femmes de tout âge. Donc, honnêtement, je n'ai pas ressenti ça. Je n'ai pas eu des alertes de femmes qui ont participé là-dessus. J'ai eu que des satisfactions des personnes qui ont participé. Donc, honnêtement, on n'est vraiment pas sur de la performance sportive. C'est du sport. Alors, en amont, effectivement, il a fallu casser quelques codes. Alors, comment vous avez fait ? Justement, on a tout simplement informé. Donc, lors de la promotion de l'événement, on a vraiment rappelé quel était le rôle de cet événement et que c'était vraiment pas de la pratique sportive proprement dite. Donc, l'idée, c'était du dépassement de soi, mais au niveau du savoir-être et pas au niveau de la performance. Et voilà, il y a eu quelques petites alertes, mais une fois que les personnes ont eu l'information, qu'elles se sont déplacées et qu'elles ont vraiment vu comment ça se déroulait, on n'a eu que des bons retours. Voilà, affirmatif, on n'est absolument pas sur le sens du résultat de la performance, mais plutôt découvrir des aptitudes qu'ont donc ces futures collaboratrices. Et la preuve, c'est les femmes représentent 35% aujourd'hui de nos recrutements.
Donc voilà, elle joue le jeu, quoi. Je rajoute juste que parmi les employeurs, donc, il y avait également des femmes donc, qui sont venues pour promouvoir les métiers sur lesquels elles recrutaient. Il y avait également des recrutements spécifiques femmes aussi. C'est une méthode quand même intéressante parce que le sport, il est quand même, il vient jouer et développer d'ailleurs sa confiance en soi. Je pense que c'est des dispositifs qu'il faut toujours peut-être re-questionner et faire attention parce qu'effectivement, il y a peut-être une limite. Et moi, par exemple, je me dis peut-être que je pourrais aussi me dire ah ouais, c'est le stéréotype qui arrive, je vais pas être à la hauteur. Voilà, je pense que c'est innovant. Et en même temps, ça questionne et ça demande de toujours faire attention et re-questionner. Voilà. Pour clore cette table ronde très stimulante, je voudrais bien que chacun et chacune nous dise un peu quelles sont les perspectives à venir. Et puis peut-être, voilà, en une phrase que vous voulez laisser à notre public sur cette question des métiers qui recrutent. Mickaël, tu veux commencer ? Oui, je veux bien. Donc en conclusion, donc nous, on vient d'évoluer en France Travail. Donc on a pour objectif d'aller vers. Donc l'idée, c'est d'aller à la rencontre des employeurs. Donc tous les employeurs ne sollicitent pas encore nos services. On a plein de dispositifs dont on n'a pas pu parler lors de cette table ronde, mais vous pouvez appeler le 3995 si vous êtes employeur et tomber sur un conseiller entreprise donc qui est vraiment dédié à cette activité. Et là, il pourra vous parler de tous les dispositifs qui existent pour faire face à un recrutement. Juste la petite alerte, il existe plein de dispositifs. Juste, je voulais rappeler qu'on embauche un candidat et des compétences et pas forcément un dispositif d'accompagnement du retour à l'emploi. Donc, c'est la seule petite alerte que j'ai. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller vers les employeurs, leur proposer nos services, tout simplement, et aller notamment vers les petites entreprises. Parce que souvent, on est beaucoup sollicité par les grands groupes qui ont des salariés qui sont un peu dédiés au recrutement. Et le petit employeur de proximité, qui n'a pas forcément le temps, parce qu'il doit faire face à son activité pour être rentable, lui n'a pas forcément le temps de venir à notre rencontre. Donc l'idée, c'est que nous allons à la sienne et aller leur proposer nos services directement en enseigne. Donc les visites d'entreprise vont être un enjeu majeur de cette année. Voilà. Et pour aussi captiver les jeunes qui sont beaucoup en attente, c'est leur expliquer que ce sont des métiers qui donnent du sens. Et le sens qu'ont ces jeunes en nous rejoignant, c'est une mission de service public. Donc c'est apporter quand même de l'énergie aux concitoyennes et aux concitoyens. Ça, pour eux, c'est quelque chose d'important. Ensuite, la complémentarité avec les PME, TPE, il ne faut pas les oublier, il faut travailler avec elles. Et on a mis en place, par exemple chez Enedis, dans la distribution, un système d'alternance en parcours croisé. Les jeunes, les femmes et les hommes qui vont faire de l'alternance vont faire une première année chez Enedis et la deuxième année, ils vont aller chez un partenaire, un prestataire, une PME qui travaille avec Enedis pour faire leur deuxième année d'alternance et comme ça leur donne plus de chances d'être recrutés dans cette PME. Nous, on a un gros projet qui s'appelle FEMA, donc Féminisons les métiers d'avenir, qui va permettre de pouvoir accompagner plus de 30 000 femmes. Donc, il y a un consortium avec du coup France Travail et l'APEC, où on va lancer le pilote du projet en janvier. Voilà, ça touchera à des métiers beaucoup plus larges, donc tout ce qui est le BTP, l'industrie du futur et la cybersécurité. Donc voilà, ce sera un beau et un projet ambitieux qui pourra accompagner plein de femmes. Et moi, personnellement, je me forme au métier pour devenir coach en parallèle. Et donc, j'ai à cœur d'aller animer ces ateliers, toujours chez Social Builder, mais au plus près des femmes, sur la confiance en soi. Donc voilà, plein de choses à venir. Bravo, merci à chacun d'entre vous. Merci d'être venu animer cette table ronde. Merci pour ce que vous faites au quotidien, chacun, dans vos métiers, dans vos pratiques. Je pense que vous avez le cœur à l'ouvrage et c'est vraiment agréable d'entendre ça. Vous êtes tous les trois très importants pour notre futur. Merci et j'espère vous revoir peut-être pour une prochaine édition du Printemps des compétences. Merci au public d'être venu nous voir. Merci. Cet événement se clôt.
Voilà, sur cette table ronde, merci d'être venus.